Là où on voit dans le bureau ovale, regardez, c'était tout à l'heure la réception du Premier ministre irlandais par Donald Trump. Martin. Et puis vous moquiez de ma cravate, vous avez raison, elle est affreuse. Non, ça vous va très bien, je retire ce que j'ai dit. C'est le vert irlandais parce que c'est bientôt la Saint-Patrick et pour les Américains, ils le fêtent toujours de manière extrêmement marquée. Enfin bref, et les Irlandais aussi. Et les Irlandais évidemment. Et c'est à ce moment-là que Trump a eu les mots les plus durs depuis assez longtemps contre les Russes. Oui, il a eu une conférence de presse donc avec ce Premier ministre irlandais. Et il a dit beaucoup de choses à propos du cessez-le-feu, qu'il allait mettre la pression sur la Russie, qu'il annonçait des négociateurs dès maintenant à Moscou. Et puis il a aussi dit, finalement, quand moi je suis au pouvoir, la Russie ne bouge pas une oreille. La Russie a pris la Géorgie à Bush, d'accord ? Ils ont pris la Crimée à une personne qui s'appelle Barack Hussein Obama. Ils ont essayé de tout prendre à Biden. À qui n'ont-ils jamais rien pris ? Donald Trump. Et aussi, je suis celui qui a arrêté Nord Stream 2, le pipeline le plus grand du monde. C'est moi qui l'ai tué. Et puis Biden est arrivé et il l'a approuvé. Personne ne parle de cela. Ce que j'ai fait à la Russie était très dur. J'ai été le plus dur. Pendant qu'il passait, je vous entendais dire il a raison. Factuellement, il a raison. Factuellement, effectivement, tous les autres présidents n'ont pas bougé. Effectivement, quand il y avait l'attaque contre la Géorgie, effectivement, les États-Unis n'ont pas bougé, l'Europe n'a pas bougé. Il y a le président Sarkozy qui est allé, il était président de l'Union européenne, tournant la France était la présidente de l'Union européenne. Donc il a essayé, en fait, il a consenti en fait il a entériné la victoire russe. Quand vous dites qu'il est dur avec Poutine, quel est le levier de pression que Trump a contre Poutine ? L'économie. D'accord, mais quelque chose qui ferait plier Poutine assez rapidement. Un exemple, le pétrole. Rappelez-vous, dans la séquence qu'on vient d'entendre, il dit avec raison, c'est moi qui étais contre Nord Stream. Et à l'époque, les Allemands qui maintenant lui font la leçon, c'est les Allemands qui se gavaient de gaz russe bon marché, qui a fini dans le sang des Ukrainiens, en réalité. Donc les Allemands qui donnent des leçons de morale aux États-Unis d'Amérique, c'est les Allemands qui portent sur leur responsabilité un poids moral qui est bien supérieur, en réalité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Emmanuel, c'est pour vous montrer qu'on essaie d'être objectif. Par rapport aux Ukrainiens, c'était Trump qui a donné les javelines à l'Ukraine, et c'est Trump qui a mis 2,5 milliards de formation de l'armée militaire pendant sa cadence. Et donc, grâce à lui, effectivement, l'armée était mieux préparée à résister. Pardon, je m'excuse. Même avec tout le matériel occidental américain, à partir du moment où les effectifs occidentaux et américains ne s'impliquent pas dans cette guerre, la population ukrainienne, avec des combattants d'un âge moyen supérieur à 45 ans actuellement, ne peuvent pas gagner cette guerre, même avec tout le matériel donné. Pour que vous compreniez la situation, aujourd'hui, 80% des pertes que subissent les Russes sur le champ de bataille, ça vient de drones, ça vient de robots. 80% de pertes. Réfléchissez un tout petit peu, ça va vous donner des idées sur les capacités de l'armée ukrainienne de combattre les Russes. C'est héroïque, mais la victoire ne peut pas être emportée. Mais ça, c'est parce que vous ne savez pas comment ça se passe. Avançons chapitre par chapitre. On va essayer de comprendre maintenant quel est le type de pression que Trump fait peser sur Poutine. Quels sont, vous avez raison de le dire, les leviers concrets qui sont à l'œuvre? En tout cas, il y a des négociateurs qui sont en route ou qui vont arriver, c'est bien ce qu'on a compris. Il y a une espèce de progression dans la pression que Trump fait peser sur Poutine. Le problème, si vous voulez, des sanctions économiques, c'est que... Alors, mais d'abord, là, ce qu'il est en train de faire exactement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Ils vont essayer de convaincre de Poutine, mais pour convaincre Poutine, il faut des arguments, quoi. Et les arguments, en réalité, pour l'instant, on n'a aucune vision très claire de ce que peut faire. Alors, écoutez Trump qui annonce les émissaires qui vont se rendre en Russie. Ça va arriver. Non, ça va bientôt arriver. En tout cas, les émissaires vont moins vite que notre... Il y a 2 envoyés spéciaux, parce qu'en fait, on a perdu Kellogg, on ne le voit plus. Il a disparu. Et donc, il y a l'émissaire américain qui devait se rendre chez Poutine. Il y a déjà les deux... il y a déjà le chef de la CIA et le chef du SVR qui se sont parlé aussi au téléphone, parce qu'ils faisaient partie des équipes des pourparlers annoncées par la Maison-Blanche et par la Russie. Et en fait,
fait, dans ce communiqué qu'ils ont annoncé pendant les dernières négociations, c'est que par plusieurs canaux diplomatiques et autres, en fait, la Russie va être informée. Je n'ai pas compris une chose. Vous savez, ils ont choisi Arabie Saoudite pour que la délégation russe et ukrainienne se rencontrent. Et pourquoi la délégation russe n'y était pas ? Parce qu'en fait, la délégation ukrainienne et américaine pouvaient se rencontrer à Kiev ou en Pologne. Il ne fallait pas aller en Arabie Saoudite pour le faire. Parce que l'Arabie Saoudite, c'était choisi uniquement à cause de neutralité par rapport à la Russie. Et en fait, la délégation russe n'y était pas. C'est bizarre. Dans tous les cas, les Russes sont en difficulté aujourd'hui. Ils se sentent pris au piège parce qu'ils ne s'attendaient pas aux résultats aussi prenant pour eux. Parce que cesser le feu, on sait qu'ils en ont besoin. Parce que l'armée russe, elle est au bout. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils sont vraiment en difficulté dans la région de Donetsk. Pokrovsk, qui devait être pris déjà depuis 6 mois ou 8 mois, est toujours ukrainien. Ils ont reculé aussi sur d'autres sections. Donc, ils veulent cesser le feu. Mais je pense que la pierre angulaire, ça reste la région de Kursk. C'est pour ça qu'il y a cette pression quand même assez forte sur les Ukrainiens. On verra comment ça va se passer, mais Poutine, aujourd'hui, il ne répond pas, justement, parce qu'il est dans la faiblesse. Il faut en profiter, mais je ne pense pas que les Américains vont profiter pour mettre la pression. Qu'est-ce qui peut se passer d'abord en termes de rencontres ? Ils peuvent se rencontrer, les deux présidents. Absolument. Si on lit le Moscow Times, on apprend qu'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait être organisée ces prochains mois et non ces prochaines semaines. Regardez ce que disent ces responsables russes. Le Kremlin étudie ses options pour une éventuelle rencontre entre le président Poutine et le président Trump en avril ou en mai. On va aller prendre la température du côté de Washington avec vous, Justine Jankowski. Bonjour, vous êtes notre correspondante à Washington avec Alexandra Poupon. Qu'est-ce qu'on en dit aux États-Unis ? Habituellement, on sait qu'un tel rendez-vous met des mois à se mettre en place. Bien, pour l'instant, rien n'a été confirmé par la Maison-Blanche. Aucun détail n'a fuité ici dans la presse. En revanche, on se souvient que le mois dernier, Donald Trump, quand il a eu son premier appel avec Vladimir Poutine, il a déclaré ensuite aux journalistes qu'il pourrait rencontrer son homologue russe en Arabie Saoudite. Il n'avait pas donné de date, mais on sent aujourd'hui que les Américains sont pressés et que les prises de contact s'accélèrent avec les Russes. Vous l'avez dit, on l'a appris aujourd'hui que les directeurs de la CIA et du renseignement russe s'étaient parlé au téléphone. On sait aussi qu'il y a besoin d'une certaine coordination dans les services de renseignement pour organiser une telle rencontre entre les deux présidents. Et puis surtout, il y a cet émissaire américain, Steve Witkoff, qui doit se rendre à Moscou d'ici la fin de la semaine pour sa deuxième rencontre avec Vladimir Poutine. Il n'a pas été choisi par hasard. Il a la confiance de Donald Trump. Pour lui, c'est un fin négociateur et il a donc cette mission extrêmement importante pour les Américains, convaincre Vladimir Poutine d'une trêve avec l'Ukraine. Merci à Justine. Avec Mathieu Derrien, là, le cadeau que serait ou que sera la rencontre, même sur la place rouge, puisqu'on parle de ça, peut-être à part la Pâque orthodoxe ou à l'occasion de la cérémonie du 9 mai, la cérémonie de la victoire. Imaginez un instant l'image. Trump sur la place rouge, ce serait quelque chose... Ce sera abominable. Abominable pour vous. Avec Xi Jinping en plus. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous ? La paix est à ce prix. À une image à côté des morts, des amputés, des blessés, des drames, c'est rien. Le risque, c'est quand même de voir, Poutine est quand même beaucoup plus intelligent que Trump, et il sait très bien de quoi Trump a besoin. Il a besoin d'une victoire rapide, éclatante, même si elle n'a pas beaucoup de substance. Et ben Poutine va chercher à lui faire l'emballage permettant d'obtenir ça. Et la place rouge. C'est ça toute la question, c'est quel sera le prix que Poutine va demander à Trump. C'est normal que Poutine aujourd'hui se balade à Kursk habillé en camouflage militaire avec cette espèce de démonstration de force parce qu'il sait que Trump est en quelque part piégé par le. Est-ce que vous ne sous-estimez pas, le côté demandeur de Trump de Poutine, dans cette matière? Pour Poutine, après tout ce qu'il a vécu, il est quand même sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il y a une grande partie de l'Occident qui ne veut pas discuter avec lui. Avoir le président des États-Unis avec lui sur la place rouge, ce serait un cadeau que lui ferait Trump gigantesque. En réalité, ça a une valeur énorme. Mais Trump lui a donné déjà ce cadeau. Pas encore tout à fait, non. Il a appelé déjà le 12 février, il a appelé de lui-même en
disant je vais venir et tu vas venir chez moi. Donc en fait, ce cadeau symboliquement est déjà fait. Hein. Mais la question à se poser... Pardon, je suis obligé de vous corriger. Enfin, franchement, après l'image, rappelez-vous évidemment Reagan, Gorbatchev, Kennedy avec Khrouchtchev. À chaque fois, ce sont des images historiques. Si vraiment ça a lieu, pour Poutine, ça a une valeur énorme. Donc Poutine est demandeur de quelque chose. Mais qui a le plus à perdre? Qu'est-ce qui est plus important pour que Poutine soit vu avec Trump à la place rouge ou que Trump obtienne sa fameuse paix en Ukraine? Trump est un président d'un pays où la démocratie existe toujours. Il a été démocratiquement élu. Une de ses promesses de campagne, c'était « Nous jouerons la paix en 24 heures ». Aujourd'hui, la paix en Ukraine est beaucoup plus importante pour Trump que pour Poutine. La rencontre, la perspective d'une rencontre. Ce sera un cadeau formidable donné à Vladimir Poutine. La reconnaissance internationale, on efface tous les crimes, tout le droit international, on s'en fout, etc. Donc c'est la mise en place même d'un partenariat. Ça va même plus loin simplement que les rencontres que vous évoquiez tout à l'heure, de Reagan, Gorbatchev ou Khrouchtchev et Kennedy. Là, c'est quasiment une forme d'alliance, quoi. On s'en approche. Alors, vous imaginez Trump regardant défiler l'armée russe et peut-être même des Nord-Coréens. On parle de Moi, j'ai la naïveté de croire qu'il s'en fout. Il est président depuis 25 ans, mais je voudrais interroger. Mais il s'en fout pas. Mais non. En replongeant dans votre fond soviétique, vous pensez vraiment que ça a une importance pour lui? Pour Poutine? Oui. Énorme. Énorme. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Poutine a perdu ça et il le vit très très mal, la perte de l'Union soviétique. C'est pas l'Union soviétique en elle-même, hein. C'est pas le Parti communiste, il s'en fout de ça. Mais la stature de Russie. L'Union soviétique était une grande puissance, non seulement par le côté militaire, mais par le côté surtout idéologique, parce que le communisme était un modèle qui était reproductible dans plusieurs pays. La Russie n'a pas ce modèle-là. Et donc, en fait, vous savez, il a été offensé par Obama. Obama a dit la Russie, c'est une puissance régionale avec un arsenal nucléaire soviétique. Et donc là, Poutine était pris, mais vraiment insulté par ça. Et il veut que la rencontre avec Trump rétablisse sa stature. Vous pensez qu'un type quand même sensiblement despotique est sensible à ce genre de... Absolument. C'est quelque chose d'énorme pour lui. En fait, pour Trump, ce sera, pour Poutine surtout, ce sera une sorte de victoire dans le chemin. Parce que lui, son objectif, c'est de récupérer l'Ukraine. Il n'acceptera jamais aucune paix, aucun arrêt de la guerre. Il veut continuer jusqu'à conquérir Kiev, jusqu'à conquérir l'Ukraine complètement. Donc ça, c'est son objectif. Donc vous allez avoir il se considère vraiment en force. Il se considère aujourd'hui puissant. Il ne voit pas qui peut déranger cet avancement. Donc pour lui, rencontrer Trump, ça le confirmera encore dans son opinion très haute de lui-même. Et aussi, il est très méprisant parce qu'il considère que les Américains sont des nuls. Et en plus, aujourd'hui, sincèrement, quand on voit ce que se passe aux États-Unis, on ne peut pas lui donner tort. Parce qu'effectivement, Trump, tel un éléphant dans une sorte de boutique de cristal qui casse tout, que la bourse s'effondre, les milliardaires deviennent millionnaires, donc vraiment la catastrophe. Les Russes rigolent de tout ça. Donc pour Poutine, oui, ça va être important, mais c'est pas son objectif. Ça me frappe quand même. En boucle, n'est-ce pas? Vous dites Trump fait les choses et puis après il est nul, il est bête. Vous dites il est beaucoup moins intelligent que Poutine. En réalité, pourquoi ils s'embêtent avec Trump? Si on vous entend, on devrait faire ça. Moi, vous me faites, Madame Poëdi, vous me faites rire tant vos propos sont excessifs. C'est d'ordre du café-théâtre. Vous devriez faire un spectacle. Non, pas d'attaque personnelle, ni l'un ni l'autre. Allez, allez, présentez-vous mutuellement. Non, pas retirer le café-théâtre. Allez, retirez le café-théâtre. Je vais le retirer, mais c'était un compliment. Non, mais s'il vous plaît. Allez, non, il a retiré. C'est bon. Vous avez dit que je payais pas d'impôts. Alors, s'il vous plaît. Non, il n'est pas question d'attaque personnelle. Effectivement, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, on est dans ce moment assez étonnant où en réalité, on dit Trump est nul. J'entends ça en boucle. Et en même temps, c'est lui qui a la main. Il n'est pas si nul que ça. Il est à la tête de l'État le plus puissant du monde. Comment? C'est le nul le plus puissant du monde. Bah oui. Qui a été élu 2 fois. Oui, non, il n'est pas nul, bien sûr qu'il n'est pas nul. C'est un animal politique, il est malin. Il est juste malin.
Imprévisible. C'est pas un animal politique. Je pense pas qu'il est malin. C'est pas. Trump, c'est pas un politique. Ce n'est pas un politique. Ce n'est pas un républicain. C'est un homme de médias qui se fait élire, qui a compris comment le monde actuel marche. Mais c'est pas un politique. Un politique, c'est quelqu'un qui pense. On va dire. Regardez les quelques images historiques qui rappellent ça. C'est-à-dire ce qui se prépare, cette monnaie d'échange, où peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines, on parle notamment du 2 avril. C'est Pâques, c'est ça? Non, cette année, 20 avril, pardon. D'ailleurs exceptionnel parce qu'en fait tous les chrétiens cette année et les juifs ont le même jour les Pâques. C'est rare que Darius se trouve sur les dates. D'habitude, mais Pâques, moi je suis pas aussi pratiquant que ça. C'est Sergei Girnov qui se signe plusieurs fois par journée. Regardez quand on rappelle. J'écris des livres sur la religion. Bah oui, vous êtes le grand spécialiste. Il s'est très infiltré par le KGB, non, les prêtres, les popes. Absolument. Voilà, donc absolument. vous êtes avec vos amis. Et d'ailleurs, le département international du patriarcat de Moscou, c'est un service spécial d'espionnage. Ces images qui rappellent ça, Kennedy, Khrouchtchev, est-ce qu'on va assister à un moment comme cela où les deux superpuissances vont se serrer la main, et plus que ça, vous disiez même une forme d'alliance peut-être? Oui, là encore une fois, on est sur des moments, on va dire, c'est les débuts de ce qu'on appelait les détentes. Il y a eu un moment de détente, effectivement, au début des années 60. Là, les années 70, c'est l'époque où nouvelle détente, c'est là où on a les accords nucléaires, on essaie de se mettre à peu près d'accord pour au moins limiter l'escalade. Je pense que c'est Reykjavik. Oui, c'est l'accord de Reykjavik. C'est le début de la fin de la guerre froide. Donc là, on est sur une période de détente. Mais j'ai pas du tout l'impression que ce soit exactement le même contexte aujourd'hui. Parce que attention, l'URSS était une superpuissance. Voilà. La Russie n'est pas une superpuissance. Elle en donne, elle fait d'énormes efforts très couronné de succès pour apparaître comme une superpuissance. Mais c'est une puissance secondaire, une économie très malade, très riche, mais très malade. Et par conséquent... Pas très riche d'ailleurs. Enfin, il y a de l'argent qui circule encore. Oui, mais enfin, pour un pays... je crois qu'il y a une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale. Si nous assistons à une rencontre entre Poutine et Trump, ce sera une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les réunions, les photos que nous avons vues de Kennedy avec Khrouchtchev, de Nixon avec Brejnev, de Gorbatchev et Reagan, c'était la rencontre entre l'URSS et les États-Unis. Aujourd'hui, ce sont deux hommes qui ont des ambitions personnelles, qui ne sont pas en train de représenter leur pays, mais qui sont en train de représenter des intérêts financiers, des intérêts économiques, personnels et mafieux. Et c'est ça la grande différence. Ces rencontres historiques, nous en avons parlé. Donald Trump est élu, c'est la plus grande démocratie. On peut ne pas aimer les Américains, vous êtes libre. On ne peut pas dire que ce n'est pas une démocratie. L'objectif de Donald Trump dans sa rencontre avec Poutine est un objectif avant tout motivé par des ambitions personnelles, pas par les ambitions de créer un désarmement et une paix, on va dire, mondiale. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça, ou est-ce qu'on a changé d'époque, c'est-à-dire est-ce que Trump a aussi à gagner en termes géopolitiques avec les Russes? Qu'est-ce qu'il peut gagner? Il peut agacer les Chinois. Et encore. Et encore. On doute. Bon, c'est une théorie qui flotte. Il voudrait arracher la Russie à la Chine. Sauf que ça ne marchera jamais. C'est très fumeux. Ça marchera pas. La pensée magique. Quand même. Ça ne marchera pas. Parce que justement, en fait, entre la Russie de Poutine et la Chine, c'est une entente idéologique héritée du passé. Et Poutine, en fait, pourquoi il s'est habillé aujourd'hui comme ça et pourquoi, en fait, ça lui présente aussi un problème de rencontrer Donald Trump. Parce que pendant 3 ans, il a dit il ne combattait pas l'Ukraine, il combattait le monde occidental dirigé par les États-Unis. Et que les États-Unis, c'est un monde diabolique, un monde dépravé. Et donc, ils ont passé 3 ans à dire ça à la télévision. Et maintenant, il faut être amis avec mais parce que les États-Unis ont changé. Si vous écoutez les paroles du ministre des Affaires étrangères Lavrov, aujourd'hui, il a rencontré des blogueurs américains. Il leur a dit, vous savez, avant les États-Unis, je partais là-bas, il y avait des toilettes unisexes. Maintenant, on revient à l'homme et la femme. Lavrov qui répétait les propos de Vance et de Trump.